Bonjour à tous et bienvenue chez Vatira Library. Aujourd'hui, je reçois un auteur, mais aussi un artiste, un compositeur, un créateur, quelqu'un qui écrit autant avec les mots qu'avec les émotions. Dans ce livre, Le lion aux yeux bleus et la plume noire, il nous plonge dans un univers poétique, symbolique et spirituel. On y rencontre Ézéchiel, Erika, deux adolescents qui reçoivent chacun un cadeau assez mystérieux. Merci Mario d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Bonjour tout le monde et ravi d'être là. Alors moi j'ai très hâte, on va parler de ton livre que là j'ai entre les mains, donc on peut le voir à l'écran. Et aujourd'hui on va commencer par une question assez simple, classique je dirais. Qui est Mario aujourd'hui? Parce que finalement il y a beaucoup de facettes dans ta personnalité, etc. On veut tout savoir en fait. Mario déjà, c'est un papa de deux enfants, de deux petites filles, toutes mignonnes et très dynamiques. Je suis, comme tu l'as dit, écrivain, donc j'écris des livres, je compose également, et à côté de ça, je travaille aussi, puisque je veux travailler. Donc je suis également directeur dans un cabinet d'assurance. Donc j'essaie de concilier un petit peu toutes ces choses dans ma vie, de trouver le juste milieu et surtout le bon équilibre. Et donc je suis passionné de psychologie, de développement personnel, de motivation et d'entrepreneuriat. Plusieurs passions finalement qui créent un peu ta personnalité, qui la régissent et on le voit clairement dans le livre. Mais tu es aussi pianiste, donc tu fais de la composition. Quelle place prend la musique dans ta vie? Énormément de place, beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Je compose quand moi j'en ai besoin, pour ralentir, pour me faire du bien, quand je suis content, quand je suis triste. Je joue pour les petites, pour les endormir aussi. J'adore quand je joue du piano, elles s'endorment hyper vite, donc elles mettent beaucoup de temps à s'endormir, sauf quand je joue du piano. Voilà, donc dès que j'ai un peu de temps, dès que je m'ennuie un peu. Dès que j'ai besoin de me regonfler à bloc, le piano est là. S'il y a des parents qui nous écoutent, chez les auditeurs, tu leur donnes des idées. Apprenez le piano, vos enfants vont s'endormir. Franchement, ça marche hyper bien. Ça marche hyper bien. Le piano pour endormir les enfants, c'est juste magique. Donc après, le piano, il y a des compos, enfin des musiques, des mélodies qui sont trop rapides. Donc c'est pas celle-ci qu'il faut mettre ou pas celle-ci qu'il faut composer. Mais c'est vraiment tout ce qui est composition un petit peu lente pour ralentir un petit peu l'esprit de l'enfant, de l'apaiser et d'aider à s'endormir au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a pas quelque chose avec les fréquences ou les vibrations Si, tout qui à font fait. que... Ok. Tout à fait, c'est lié aux fréquences, lié aux vibrations. Alors moi, j'ai pas étudié cette partie-là, mais oui, oui, bien évidemment, ça joue énormément. T'as un style de composition qui peut te motiver, un style de composition qui peut t'apaiser, un autre qui te permet de t'endormir. Et effectivement, en fonction des fréquences, ça peut jouer, ouais, tout à fait. Nickel. Bah ça, je garde ça dans un coin de ma tête et je suis sûre qu'on y reviendra un petit peu plus tard dans le podcast. Donc, ton livre s'intitule Le lion aux yeux bleus et la plume noire. Comment est née en fait l'idée de ton livre? Donc moi j'ai un peu les backstage bien évidemment, mais qu'est-ce que tu as envie de dire surtout aux auditeurs aujourd'hui? Déjà l'envie d'écrire, c'est une histoire qui est un petit peu marrante. Alors moi, je suis pas du tout de base dans la lecture ou dans l'écriture. Pour faire un petit feedback, à ma première dictée, j'ai eu 0 sur 10. Donc, je n'étais pas du tout destiné à aller dans cette voie-là. Euh, mais c'est vrai que, alors moi, Marina, donc ma conjointe, ma femme, elle a été éditée sur son mémoire. Donc, elle avait été approchée par une maison d'édition pour qu'on édite, pour lui proposer d'éditer son livre. Et donc, sous le coup de la blague, je veux dire, moi aussi, je vais écrire un livre, etc. Donc à la base, c'était juste une blague. Et elle s'est tellement moquée de moi qu'en fait, j'ai pris ça pour un challenge. Et donc, je m'y suis mis comme ça, du jour au lendemain, sans préparation, sans rien, sans base. Et puis, au début, elle continue à se moquer de moi, mais au bout de 3 semaines, quand elle a vu que je lâchais rien et que je m'y mettais sérieusement, elle a s'est dit bon, ok, elle est sérieux et tout. Et là, voilà, en fait, on est parti de la blague à un projet vraiment sérieux et du coup comme je suis quand même quelqu'un de persévérant qui lâche rien. J'ai décidé vraiment d'aller au bout des choses. Alors c'était pas facile au début, c'est toujours simple parce que voilà, on se dit on y va, on écrit, mais une fois qu'on est lancé et qu'on a envie d'aller au bout des choses, c'est là que ça se complique quand même pas mal. Voilà, donc l'envie d'écrire en tout cas, elle est partie de là. Ensuite,
il y avait c'était un moment de ma vie où moi j'avais besoin aussi de d'écrire, où comme je disais, je suis passionné de motivation, développement personnel, etc. Et j'avais découvert ça depuis un petit moment, mais c'était aussi l'occasion pour moi de mettre les choses en pratique et de partager aussi les choses. Donc d'un point de vue développement personnel, psychologie, mais également d'un point de vue spiritualité en fait. Et moi je voulais vraiment allier les deux. Donc c'est pour cela que j'ai fait le choix en fait déjà d'écrire, donc ça c'est ok, mais surtout de choisir un petit peu de partir du monde réel et d'aller vers le monde un peu irréel, fantasy, pour permettre au lecteur en fait de lâcher prise, parce que ce que je rencontrais beaucoup autour de moi, c'était quand même moi je crois pas au développement personnel, tout ça c'est du fake, etc., etc. Donc pour embarquer également cette typologie de personnes, je me suis dit voilà, on va raconter une histoire et on va partir dans un monde un peu irréel pour que on se laisse embarquer en fait finalement par les choses et atterrir au fur et à mesure sur le côté psycho, sur le côté développement personnel, sur le côté spiritualité, voilà. Et j'ai essayé d'allier tout ça en fait dans ce livre, et c'est ce qui a été en fait finalement ma plus grande motivation. Ok. Effectivement, on voit que dans ce livre, tu vas allier plusieurs univers et avec une sensibilité assez forte. En tout cas, elle est assez perceptible. On a la spiritualité, on a la psycho, on a aussi la musique qui prend une place énorme dans les livres. Moi, je me demandais en fait, est-ce que c'était une histoire que tu portais depuis longtemps? Donc, je vois qu'en amont, effectivement, c'est parti. Donc, moi, je retiens à challenger vos partenaires parce que finalement, Ça soit marche bien bien. entendu, c'est Ouais. ça, vous écrivez un livre vous aussi, donc Exactement. c'est vraiment pas mal pour la petite histoire. Mais moi, je me demandais, est-ce que c'était une histoire qui portait depuis longtemps, parce que elle est assez particulière et moi, ça m'a donné la sensation que ça venait des tripes en fait. Tu vois, c'est pas un truc qu'on écrit par hasard, hein. Alors, en fait, c'est pas du tout une histoire que je portais en moi. En revanche, ce que je portais en moi, c'était vraiment le côté, le combat en fait entre le bien et le mal. C'est cette partie-là, cette base du livre que oui, je portais en moi et que je voulais réellement partager aussi. Et c'est tout le fondement. Donc, c'est en partant de cette idée-là que j'ai écrit ce livre et que le scénario est venu à partir de ce noyau-là en fait finalement. Donc c'est peut-être pour ça que ça donne effectivement l'impression que c'est quelque chose que je porte en moi, mais c'est plutôt l'idée de base qui est le combat entre le bien et le mal. Et ce combat, justement, donc c'est marrant parce que c'est assez binaire, bien et mal, et c'est un duo. Et justement, dans ce livre, il y aura une sorte de duo entre deux personnages, Ézéchiel et Rita. On les rencontre, ils ont tous les deux 16 ans. Donc déjà, pourquoi 16 ans? Pourquoi à cette étape-là, en fait, précis dans leur vie? Alors moi je pense que beaucoup de traits de personnalité et de caractère se constituent de la naissance jusqu'à effectivement l'adolescence. Donc il y a déjà une première grosse étape de 0 à 7. Donc c'est la construction du cerveau de l'enfant. Et ensuite de 7 à l'adolescence, là avec les fréquentations, l'éducation et tout ce qu'on rencontre, ça peut effectivement jouer sur le caractère et sur la personnalité. Donc pour expliquer le pourquoi du comment et voir comment les choses elles peuvent aller dans un sens ou dans l'autre, c'était primordial pour moi d'expliquer, de partir de cette base-là, point de départ-là, et pas simplement dire voilà, on est déjà à l'âge adulte, tel personnage est comme ça, tel personnage est comme ça. Non, c'est que il y a la construction de la personnalité et les conséquences et les causes des différentes situations qu'il fallait effectivement exposer. Et c'est là où c'est intéressant d'un point de vue psychologie, motivation, développement personnel. Et encore une fois, avec le bien et le mal. Ouais, complètement. D'ailleurs, Ézéchiel, dès le début, on voit que c'est une personne qui a une très très forte sensibilité. Il y a même un moment dans le livre où tu dis, je cite, un monde sans musique est un désert. Est-ce qu'il y a une part d'Ézéchiel en toi? Ouais, complètement, complètement. Cette phrase-là, c'est une phrase qui me parle beaucoup et je suis absolument convaincu de cette phrase-là. C'est que la musique, en fait, elle peut adoucir les cœurs, elle peut faire du bien, elle peut motiver. Quand tu vas faire du sport, et voilà, si tu mets une bonne playlist avec des bonnes musiques, clairement tu peux te dépasser. Quand tu travailles, quand tu étudies, c'est pareil, tu as un style de musique que tu peux écouter. Alors toutes les musiques ne sont pas bonnes, il y a beaucoup de musiques qui sont clairement pas hyper bonnes pour l'âme et pour la spiritualité, ça c'est clair. Mais c'est pareil d'un point de vue spiritualité, tu as des chants religieux, tu as des sonorités qui peuvent te permettre, voilà, soit t'aider à prier, ou soit pareil de rentrer en introspection, de réfléchir et de vouloir aller toujours effectivement plus loin.
C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que de nos jours, on consomme la musique sans trop se poser de questions. Puis il y a toujours des types de musique commerciale qui marchent hyper bien, qui vont parler à un plus vaste public. Moi, personnellement, jusqu'à très longtemps, je mettais pas de lien, tu vois, ok, pourquoi cette musique-là m'apaise, pourquoi cette musique-là elle m'énerve, pourquoi... Et je me suis intéressée à la question il y a pas si longtemps que ça, mais aux fréquences, aux vibrations, etc. C'est hyper important. Et ce que tu dis, c'est vraiment le lien entre finalement âme et musique. Et la musique peut provoquer des choses en nous plutôt positives ou négatives et nous mettre dans des états assez particuliers. Et si on va encore plus loin, quand on regarde des films, par exemple si on regarde un film d'horreur, il y a toujours des musiques hyper stressantes et finalement là, je me dis, bah, quand j'ai peur, c'est pas l'image en soi, mais c'est la musique qui me fait mal, quoi. J'ai peur, je me dis, je m'attends à un truc de ouf, tu vois. C'est exactement ça en fait dans les films et tout ce qui est audiovisuel, tu as une grande part qui est liée même au niveau du budget à tout ce qui est sonore. Donc, parce que effectivement, ça fait partie de l'ambiance et ça fait appel à tes sens et ça te permet effectivement de rentrer davantage dans l'histoire et d'être à fond dedans. Et c'est pareil d'un point de vue business. T'as toute la partie qu'on appelle tout ce qui est marketing sonore et c'est pareil, c'est un budget et c'est une vraie stratégie. Quand tu vas dans telle boutique, tu entends tel type de musique, c'est pas pour rien. Tu peux avoir la radio, bon bah ça c'est des enseignes ou des personnes qui s'occupent pas effectivement de tout ce qui est marketing sonore, mais quand tu vas dans des dans des marques qui font également attention à ce point-là, tu entendras pas de publicité, ce sera des playlists qui vont être travaillées avec des choix spécifiques, mais c'est pas pour rien, c'est pour te mettre aussi dans une certaine ambiance, puisque chaque sens est important. Dans des magasins, tu peux avoir des odeurs spécifiques. McDonald's, bah voilà, pour pas les citer. Marketing Voilà, olfactif, ouais. Mm. exactement. Et donc pour la musique, c'est exactement pareil. Mais comme tu le disais tout à l'heure, bah, toutes les musiques, enfin, ne sont pas forcément bonnes, puisqu'il y a des musiques qui sont à destination de l'âme, et tu as des musiques qui sont à destination du corps. Donc, bien évidemment, celles qui sont plutôt positives et qui sont bonnes, ce sont celles qui sont destinées à l'âme, et puis celles qui sont destinées au corps, ce sont pas forcément les meilleures musiques à écouter, ou du moins, en tout cas, c'est des musiques que tu peux écouter pour le sport et pour le dépassement de soi, etc., parce que ça va te dynamiser un petit peu, mais en dehors de ces cadres-là, c'est pas forcément l'idéal ou le meilleur style musical. Donc effectivement, faut faire attention quand même au niveau des musiques parce que c'est très vaste et tu as de tout. Complètement, et en dehors des musiques, etc., il y a beaucoup de symbolique dans le livre. Donc d'un côté, on parle de la plume noire. On a une plume noire, donc Ézéchiel qui reçoit une plume noire à son 16e anniversaire et qui comprend pas trop pourquoi. Et en même temps, on a Rita qui reçoit une pomme magique. Pourquoi ces deux symboliques? Et je finirai par dire que, en fait, le titre de ton livre, on a la plume noire. Et si on regarde à ton côté compositeur, pianiste, le nom de ta chaîne, c'est la plume noire. Donc finalement, il y a cette symbolique qui revient assez souvent. Tu peux nous en dire plus? Alors la plume noire, en fait, c'est tout ce qui est lié effectivement à l'écriture, en fait. L'écriture dans le sens global et large du terme, c'est-à-dire que comme on l'a dit tout à l'heure, tu as l'écriture avec les mots, mais tu as l'écriture aussi sans les mots, c'est-à-dire que des notes, ce sont pas des mots, mais pourtant c'est une écriture. Un compositeur, il va écrire des notes, il va raconter une histoire avec des notes. Donc c'est vrai que la plume noire, ça englobe vraiment toute cette partie-là d'écriture, voilà, de création et d'écriture. Il me fallait une autre symbolique pour le côté plus ténébreux, mais comme le combat du bien et du mal, en fait, le mal ne se présente pas toujours sous un aspect ou une image négative ou qui fait peur. Donc, j'ai décidé de prendre effectivement quelque chose d'un petit peu d'innocent, d'accord? Et il y a une scène du livre où il faut que tout le monde en fait croque dans cette pomme. Donc il me fallait trouver un objet qui puisse s'imprégner et s'imbriquer dans cette scène-là où tout le monde est OK pour à croquer dans la pomme. Donc ça pouvait pas être n'importe quel objet, donc il fallait qu'il réponde quand même au sujet d'innocent, enfin voilà, un produit innocent et pouvoir dire à tout le monde, ah, voilà, faut faire ça au même moment. Et donc la pomme en fait répondait
très bien à ces deux paramètres. Est-ce qu'il y aurait pas, du coup, moi je viens de le comprendre maintenant, parce que je me suis dit, mais pourquoi une pomme, c'est... Et est-ce qu'il y aurait pas des références, justement, un petit clin d'œil à Adam et Ève, la pomme? Exactement, tout à fait. Il y a aussi effectivement Adam et Ève. Si on s'attarde effectivement sur le côté plus spirituel, il y a cette notion d'Adam et Ève par le bien toujours et le mal. Dans ton livre, il y a beaucoup de symboliques. On a un peu la plume noire, V6, la pomme, si on peut résumer ça comme ça. Quand on va parler de plume noire, justement, bah, noir, ça fait penser aux ténèbres, aux choses qui sont sombres, etc. Tandis que la pomme, comme tu l'as dit, tu voulais prendre un objet qui est assez innocent. Pomme, après papillon, après tout ce qui va s'en suivre dans le livre. Moi, personnellement, je me suis jamais posé la question. J'aurais jamais eu ces prismes-là sur une pomme ou un papillon. Donc voilà, je te laisse dire ce que t'as envie de dire sans trop spoiler. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur on a envie de rentrer en fait dans ton récit, dans ta tête pour essayer de comprendre comment ça a été choisi, pourquoi c'est symbolique, quelle est l'intention en fait finalement derrière tout ça. Ok, c'est une très bonne question. En fait, le noir ténébreux, ça peut être effectivement ténébreux, mais le noir, c'est aussi la couleur de l'encre, en fait, classique. Donc, tu as du noir, tu as du bleu. Moi, j'ai choisi le noir parce que voilà, avec la plume noire, je trouvais que c'était bien et j'aime bien écrire avec une encre noire. Concernant la pomme, c'est effectivement Adam et Ève avec la chute, avec le péché, donc le début en tout cas de la chute. Et enfin le papillon, c'est la transformation. Donc transformation tout au long de la vie par rapport à la personnalité, au caractère et les différentes phases de la vie. Et donc j'ai fait ce parallèle de l'humain avec toute la vie du papillon et que j'explique justement dans le livre à un moment donné sans trop rentrer dans le détail non plus mais cette phase là elle est expliquée au niveau de la transformation du papillon. Hyper intéressant. Si on reprend un petit peu plus en amont sur la personnalité d'Ézéchiel et Rita, donc ils ont deux personnalités qui sont en tout cas qui ont l'air complètement opposées. Ézéchiel, il paraît être une personne un peu introvertie, à la recherche de son monde intérieur, donc avec toute cette quête de cette quête-là. J'ai l'impression que la musique aussi, ça l'aide aussi beaucoup justement à explorer ces parts de lui, à être en introspection, en questionnement finalement entre le bien, le mal, puis on a l'âge de 16 ans où c'est un âge où on commence vraiment à créer des fondations solides de sa personnalité, à essayer voilà, de conscientiser un maximum de choses. On a clairement notre réponse, on sait que la musique c'est important, on sait qu'il y a des parts d'Ézéchiel en toi et que tu as voulu retranscrire ça dans son livre, mais dans ton livre. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette quête finalement de monde intérieur? C'est quoi? Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est religieux? Est-ce que c'est savoir qui on est, le moi intérieur? Il y a tellement de prismes avec lesquels on peut regarder ça, même si je pense que tous les prismes mènent au même endroit. Mais toi, de ton prisme à toi, ce serait quoi justement? C'est quoi ce monde intérieur en fait dont on parle dans le livre? Alors le mien c'est effectivement spirituel, religieux, de toujours tendre à être meilleur, à progresser, à suivre les enseignements religieux qu'on nous apprend, de les comprendre aussi. Mais quelque part, ça rejoint toujours le combat entre le bien et le mal. Donc même une personne qui n'est pas religieuse, même une personne qui n'est pas forcément spirituelle, mais qui cherche, qui veut tendre au bien se retrouve dans ce qui est dit parce que c'est le même chemin et c'est le même finalement c'est la même destination dans laquelle à laquelle on va dans laquelle on va et c'est le même cheminement. Donc chacun a son propre motivation. La mienne elle est spirituelle, elle est religieuse, c'est ok. Par contre je peux très bien avoir une personne qui a une autre religion avec qui je discute ou même un athée mais qui a envie de se dépasser, qui a envie de faire le bien, qui a envie de partager avec les autres, de donner le meilleur de soi-même, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de différence que ça dans nos objectifs de vie. Après, c'est les croyances de chacun qui peuvent changer. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est cette partie-là, moi, qui m'anime et que j'ai voulu retranscrire dans le livre. Ok. Après, pour reprendre ce que tu disais, effectivement, en fonction des religions ou des chemins que chacun prend, si on prend la spiritualité de manière plus globale, sans qu'il y ait de lien très étroit avec la religion,
il y a même pas cette notion de bien et mal, mais il y a cette notion plutôt de conséquences positives et de conséquences négatives. Donc c'est vrai que la binarité entre bien et mal, elle va pas forcément parler à tout le monde sous ces termes-là, mais encore une fois, le chemin est le même, le cheminement est le Exactement. même. Du coup, il y a un sens profond, on le sait, on le voit, on le sent. Est-ce que c'est une quête finalement d'identité de la part d'Ézéchiel ou la découverte d'un don? Les deux sont mêlés, mais qu'est-ce que tu dirais? Les deux sont mêlés, les deux sont mêlés, et c'est aussi lié effectivement. Tout à l'heure, tu parlais de pourquoi je suis parti des 16 ans, donc de l'adolescence, parce que c'est justement dans cet âge-là où tu as tout ce chemin-là, toute cette complexité et tout ce qui va finalement forger l'adulte de demain. Donc il y a toujours effectivement cette quête de sens de la vie, de pourquoi je suis là, qu'est-ce que je veux faire, qui je veux devenir, et voilà, et qui je vais être. Donc effectivement, tous ces chemins-là se croisent, et l'idée c'est d'avoir la meilleure version de soi-même, mais on le devient pas du jour au lendemain. C'est pas évident, c'est pas simple, mais toutes les étapes de la vie participent en fait à tout cela. Et en fait, bah, ça reste constamment un apprentissage. Il y a des personnes qui se disent bon voilà, moi là je suis bien où j'en suis, c'est bon, je veux plus évoluer d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel, d'un point de vue personnalité. Voilà, il y a plein de personnes qui se disent ok, moi c'est bon, c'est ok comme ça, jusqu'à la fin de ma vie je vais rester comme ça. Et puis tu en as d'autres qui vont tout le temps être constamment en quête, voilà, de vouloir aller plus loin. Ça peut être des personnes ambitieuses, donc ça peut être dans un chemin en particulier, par exemple le boulot, mais moi là c'est surtout d'un point de vue plutôt d'un point de vue mindset en fait. Voilà, c'est plutôt ça en fait l'idée, et c'est plutôt cette idée-là que j'ai voulu retranscrire aussi dans le livre. Donc on le voit avec toutes les phases un peu de développement personnel, d'apprentissage, de touche psychologique, et c'est surtout cette idée-là que j'ai essayé, voilà, de faire vivre pendant tout, et évoluer, vivre et évoluer pendant toute la durée du livre. En fait, ce que tu dis, ça peut toucher plusieurs types de personnes, même si la quête, elle est identique pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on reste pas toute notre vie enfermé dans une case que la société va nous imposer, une case mentale, des barrières qu'on va se poser, mais qu'il y a toujours cette possibilité-là, pardon, d'évoluer et de se surpasser. Et tous les chemins sont bons. On peut avoir une sensibilité à la musique, on peut avoir une sensibilité au livre, on peut avoir tous les chemins de temps que Mm. ces choses-là nous permettent d'être dans cette quête intérieure, dans cette quête profonde et d'aller se découvrir petit à petit, même si ça demande du courage. Tout le monde n'a pas le courage aussi de le faire. Et on verra dans ton livre que bah voilà, c'est pas parce qu'on est sur un chemin qu'on va aller chercher qui on est que ça va être facile. Au contraire, faut être à l'aise avec l'inconfort. Faut se dire que l'inconfort c'est ok. On voit aussi dans le livre qu'il y a des références à tes origines. Déjà, il y a le nom de Theta, moi qui m'a fait sourire. On voit qu'à un moment donné tu parles des coptes, etc. Est-ce que c'était important de laisser des petits indices comme ça, des petits clins d'œil au lecteur? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Theta, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire grand-mère en fait en égyptien. Et c'était très important pour moi parce que finalement, c'est quelque chose que voilà, je me suis dit, bah c'est un livre, donc je vais partager. Donc j'ai envie quand même de partager des choses qui sont un peu personnelles et qui sont un peu, bah, c'est un peu mignon, et ça fait toujours bah, sourire quelque part quand on voit ça, comme tu l'as dit. Et c'est vraiment voilà ces connotations-là. Donc quand on les comprend, bah ça fait sourire. Quand on les comprend pas, on se dit bah voilà, c'est un nom comme un autre. Mais oui, et effectivement expliquer un petit peu la partie bah là copte, origine. Très important aussi pour moi, puisque moi personnellement c'est ce qui m'anime. Oui, et c'est pas qu'une question religieuse, parce que c'est une question quand même bah, d'histoire en fait, avec la descendance des pharaons, des Coptes, d'Égypte, etc. Donc c'est aussi tout à fait bah, mon histoire par petite bride que je mets dans le livre. Ouais, tout à fait. C'est important aussi ce que tu dis parce que c'est vrai que les Égyptiens, il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits, on comprend pas trop. Il y a tellement de débats sur ça. Est-ce que c'est des Arabes? Mais non, c'est pas des Arabes. Mais et puis après on nous dit mais pourquoi? Je comprends pas. En Égypte, comment c'est possible qu'il y ait deux religions principales qui coopèrent, etc. Ça crée tellement de débats. Et je trouve ça chouette qu'il y ait des petites bribes parce que c'est effectivement ça peut aussi attiser la curiosité d'autres personnes de dire mais
c'est quoi un copte, une copte, mais ça vient d'où, etc. Donc c'est hyper intéressant. Moi, je me pose la question, est-ce que tu as découvert justement quelque chose sur toi en écrivant ce livre, Vicis, comme tu disais, cette personne-là qui avait 0/10 en fait en dictée avant? Oui, franchement, j'ai découvert que tout est possible, en fait. À partir du moment où on prend une décision, c'est déjà 50% du chemin. Et les 50% restants, c'est passer à l'action. Donc à partir du moment où effectivement on arrive à se dire, eh ben je prends ma décision et puis je passe à l'action, là on est capable d'arriver là où on veut, de briser clairement tous les murs, de traverser tous les murs, et que tout est possible. Maintenant, quand je dis tout est possible, faut pas non plus, je veux dire exagérer ou avoir voilà des objectifs qui sont, je vais pas dire inatteignables, mais euh, mais plutôt irréaliste. Il faut voir grand, il faut vouloir effectivement, bah voilà, aller loin. Mais quand on se fixe un objectif, ce que je veux dire, c'est que on est capable de l'atteindre à partir du moment où on a de la discipline et on se fixe quand même une routine et qu'on se dit qu'il faut être persévérant. Tu vois, moi quand on me dit, mais Mario, la question qui m'est revenue en fait du début jusqu'à maintenant, c'est Mario, comment t'as fait pour écrire? Quand est-ce que tu as eu le temps d'écrire? Et en fait, bah, c'est la question que je me suis posée initialement, c'est quand est-ce que je vais écrire? Moi, je bosse, comme tout le monde, je me réveille le matin, je prends mon café, faut que je me douche, etc. Et ensuite, il faut que j'aille bosser, comme tout le monde. Et ben, il me restait quel temps? Bah, soit au milieu de la nuit, soit me lever plus tôt. Donc, en fait, j'ai commencé à me lever à 5 heures, à 6 heures du matin, avant d'aller au travail, pour pouvoir, effectivement, écrire. Et puis, bah, je me suis rendu compte que c'était la meilleure chose à faire, parce que déjà, ça m'a permis d'aller au bout. Mais aussi, je sais pas, mais quand t'es réveillé alors que tout le monde dort, je sais pas s'il se passe quelque chose de magique ou quelque chose de spécial, mais t'as quand même effectivement ce sentiment que le monde t'appartient. Et que là, tu vois, dans ces moments-là où moi j'écrivais, je me disais, mais en fait, j'ai aucune limite, j'ai aucune barrière. Tu vois. Après, quand le monde commençait à se réveiller, et quand il fallait aller au travail, etc., et ben, tu sentais tout de suite l'agitation du monde. Donc l'énergie, elle était complètement différente, en fait. C'est Miracle Morning, ce dont tu me parles. Tu disais que tu me Exactement. lèves plus tôt et Mm. tu vas faire d'ailleurs un clin d'œil à ça, dans ton livre. C'est marrant parce que toutes les personnes, la majorité des personnes que j'ai rencontrées qui ont écrit un livre, elles étaient pas bonnes en français. Donc il y a vraiment un mythe, tu vois, derrière écrivain. Mm. Il y a tellement un mythe, une idée reçue, alors que finalement, la majorité des personnes qui écrivent, elles ont pas un passé hyper glorieux avec la langue française ou les cours qu'on a pu recevoir dans le cursus en fait scolaire. Moi, je me pose une question aussi, c'est à qui s'adresse ce livre? Qui peut le lire? Quel message? Parce qu'il y a beaucoup de messages et ce que je trouve aussi beau, c'est que chacun peut en faire son propre interprétation, sa propre interprétation. Mais toi, en tant qu'auteur, tu as adressé ce livre à qui? Alors moi, dans mes deux livres que j'ai écrits, j'avais un objectif assez simple, c'était de me dire que les personnes qui ont l'habitude de lire, que les personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de lire, puissent lire. Voilà. Moi, je veux pas de barrière en fait de langue, de phrases hyper complexes. Voilà, c'est pas du tout mon objectif, c'est de faire des phrases assez simples, puisque moi, ce qui me m'importe, c'est plutôt l'idée, plutôt la philosophie du livre, plutôt que de me dire je vais faire des choses hyper complexes pour que mon lecteur se rende compte que je parle bien, que j'écris bien, etc. C'est pas du tout mon objectif, je suis pas du tout ce type d'auteur-là. Moi, c'est vraiment impacter en fait le lecteur. Voilà, donc le prendre par la main et lui dire voilà, eh ben on va dans cette direction, on va dans cette direction, mais en même temps, bah je te laisse toi aussi prendre ta propre décision. C'est-à-dire que des fois, à beaucoup de moments dans le livre, je fais des ouvertures. C'est-à-dire que je prends par la main sur un début et puis après j'ouvre et puis je laisse en fait finalement plusieurs choix possibles au lecteur, puisque c'est à lui de choisir la direction qu'il veut prendre, la réflexion qu'il va avoir. Donc ouais, complètement. Donc ce livre, en fait, il s'adresse à tous les curieux, toutes les personnes qui se posent, qui sont en quête de sens. Moi, je le vois C'est exact, comme ça. c'est exactement ça, en quête de sens. Mais comme je disais, c'est-à-dire que je donne parfois des réponses et parfois j'ouvre en fait la réflexion, c'est-à-dire que j'accompagne le lecteur dans une question, dans une réflexion, mais sans forcément donner la réponse. Parce que j'estime que la bonne réponse, c'est celle que chacun va se faire. Tu vois, il y a pas, parfois il n'y a pas une seule bonne réponse.
Donc moi, je peux te donner ma réponse, ma philosophie, ma façon de voir les choses, mais c'est pas forcément ta vérité ou la vérité de ton voisin, tu vois. Donc effectivement, oui, ce livre s'adresse à tout le monde, toutes les personnes en fait qui sont en quête de sens, qui se posent beaucoup de questions, qui se posent en fait un million de questions. Moi, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions. Je suis quelqu'un de d'hyperactif, donc j'ai envie de dire peut-être que je balaie un certain nombre de sujets, mais pour permettre, encore une fois, voilà, au lecteur d'avancer, on va dire, sereinement, mais sans prise de tête aussi. Tu vois, c'est pour ça que ce premier roman, il y a une part de fantaisie, c'est aussi pour se dire, OK, bon, c'est cool, tu vois, on parle de développement personnel, on parle de vrais sujets aussi, mais voilà, c'est à la cool, c'est détente, tout va bien, voilà, tu pars un petit peu dans un voyage et tu en ressors en fait en disant bah peut-être que voilà, ah bah OK, j'ai compris cette notion, ah mais j'avais pas fait, voilà, je voyais pas ça comme ça, bah maintenant je le vois comme ça, et en fait avec des sujets tout simples en fait, tu vois. J'ai souri parce que moi aussi je suis hyper active et j'ai réfléchi beaucoup. On me l'a toujours reproché, tu réfléchis beaucoup, etc. Et des fois c'est vrai que déjà faut apprendre à apprivoiser ses pensées. Et ça on apprend en grandissant, il y a différentes manières de le faire, etc. Mais c'est vrai que c'est pour avoir lu beaucoup de livres de développement personnel, c'est rafraîchissant d'avoir des livres qui vont pas te prendre la tête. Parce que déjà, tu te prends la tête automatiquement quand t'es une personne qui réfléchit beaucoup, qui a beaucoup d'énergie, voilà, le monde il va à 100 à l'heure. C'est un peu comme une bouffée d'air frais ou un moment, un me time finalement, qui va pas te demander trop d'énergie. Moi, ce que j'aimerais aussi recontextualiser dans ce que tu as dit, c'est sûr qu'il n'y a pas une vérité. Moi, je m'aligne aussi avec ça, mais dans ton livre, tu orientes quand même un minimum parce que, par exemple, tu dis nos enfants peuvent avoir ce que leur cœur désire à compter du moment où ce qu'ils souhaitent est bon. Donc t'as quand même cette voie assez spirituelle, ce chemin-là qui dit ok, chacun a sa vérité, mais il faut que cette vérité déjà soit alignée avec tes propres valeurs, qui vont souvent être définies par tes croyances religieuses, tes croyances en tant que personne, etc. Et tout est possible tant que c'est bon. Et le côté tant que c'est bon, je trouve c'est important de le mettre en avant parce que dans nos sociétés actuelles, déjà on a tendance à un peu mixer le développement personnel, on a tendance à malheureusement l'humain ça reste que mon avis, mais on a tendance à un peu à pervertir certains dires pour les arranger, pour expliquer des actes qui déjà sont pas bons. Si on laisse de côté tout le côté religieux et spirituel, on vit dans une société. Donc il y a des choses qui sont bonnes et il y a des choses qui sont mauvaises. Donc ça c'est vraiment aussi un chemin que tu prends et il y a quand même de la positivité. C'est vrai que tu portes pas un jugement parce qu'il y a des messages qui sont quand même assez très forts de ce que tu dis. Moi à un moment donné j'étais parce que moi je suis pas très tout ce qui est très noir, ténébreux, etc. C'est pas des choses que je vais lire ou voilà, je suis pas très à l'aise, tu vois, avec l'idée. Et moi, j'étais là, à un moment donné, j'étais là. Mais non, mais pourquoi? Non. Et en plus, je l'ai lu. Bon, j'étais dans un avion, donc à ce moment-là, j'étais en tout vu, tu vois. Mais j'avoue, si j'avais lu ça à 3 heures du matin, toute seule, T'as pas été bien. non, j'aurais À un ce peu point-là. Ouais, Ah ouais, franchement, ok. moi, je suis très, D'accord. très sensible. Franchement, on se moque souvent de moi dans Non mais tu vois, l'entourage, c'est mais, bien. Ça me fait plaisir ce que tu dis parce que ça veut dire que j'ai réussi quelque part à te mettre dans cette ambiance ténébreuse ouais. qui représente bon, l'un des personnages. Je vais pas trop en dire non plus, mais ça veut dire que tu as réussi à ressentir ça et ça, du coup, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de Ouais. l'entendre. Non, non, clairement, franchement, j'étais pas bien, je commence à regarder autour de moi et tout. Non, mais pourquoi? Non, mais sérieux et tout. Mais c'est bizarre et pourquoi? Et en fait aussi, Ah ouais, c'est bien. ce qui fait du baume au cœur, c'est qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut considérer un peu grave dans nos sociétés actuelles parce qu'on a, chacun dans sa vie, il a ses épreuves, mais que tu redonnes une solution au lecteur et tu dis, écoute, voilà ce qui se passe aujourd'hui, mais demain ça ira mieux et t'as Dieu avec toi. Donc moi on va dire avec un grand D, mais là, euh, là dans le livre c'est plutôt le christianisme, etc. Et ça m'a fait aussi du bien parce que on pouvait sentir un peu de peine. On se dit mais pourquoi? C'est quand même des choses qui prennent des tournures assez graves, importantes. Mm. Et en fait, tu donnes la solution, tu nous laisses pas comme ça. Bon je ferme le livre, maintenant je prends en qui, quoi, comment, voilà. Donc, est-ce que c'est des choses que tu as pu vivre toi dans ton parcours? Parce que même au début de ton livre, tu dis voilà, je remercie un tel, une telle, etc. Moi, je sens qu'il y a quand même une certaine profondeur et que c'est
très inspiré de ta vie, même si ça reste fantasy. Fantasy, Alors, on dit ça. Voilà. fictif. Voilà, merci aussi. C'est vendredi, on enregistre un podcast, Voilà, un y a, vendredi pour que y a vous pas, sachiez. y a pas de Voilà, c'est problème, ça. y a pas de souci, y a pas de souci. Non, en gros, ce qui fait réellement partie de ma vie, c'est effectivement de se dire, euh, t'arrives à un certain moment où tu traverses une épreuve qui est très difficile, euh, peu importe l'épreuve, d'accord? Peu importe l'épreuve, Mm. en fait, le cheminement, c'est toujours le même, d'accord? Et ça peut s'apparenter un petit peu aux différentes étapes, par exemple, qui sont dans un deuil, tu vois. Donc, tu as toujours les mêmes types de difficultés. Tu vas avoir la tristesse, tu vas avoir la révolte, tu vas avoir je baisse les bras, et puis tu peux à un moment donné, là, te dire qu'est-ce qui me reste comme solution? Je me tourne vers Dieu. Et en fait, en te tournant vers Dieu, et là, moi personnellement, oui, c'est le christianisme, donc c'est le christianisme, c'est ma religion. Mais ça a été finalement, ça m'a transformé en fait. Et alors, je me suis tourné vers Dieu, j'ai découvert la prière, la tranquillité d'esprit, le pardon, voilà toutes ces notions-là en fait qui permettent de t'apaiser. Moi, j'ai parfois des personnes que je rencontre et avec qui discutent avec moi et tout et qui me disent mais moi j'arrive pas à trouver en fait cette paix, j'arrive pas à m'apaiser. Donc ça peut être dans des choses de la vie. D'accord? Si on est athée, et qu'on croit pas en Dieu, c'est pas grave, c'est ok. Mais il peut y avoir effectivement des choses de la vie, comme par exemple le piano. Je reprends l'exemple du piano. Je trouve que c'est hyper apaisant. Tu vois, même si t'es pas religieux, t'écoutes un morceau de piano qui est doux, qui est calme, ça t'apaise. Tu vois, ça fait du bien. On a cette chance de croire en quelque chose, de croire en quelqu'un qui est beaucoup plus fort que le piano, qui est beaucoup plus fort que la musique, qui permet effectivement d'avoir cet ancrage, qui permet d'avoir ces branches auxquelles se raccrocher et c'est quelque part c'est hyper important et c'est toute cette partie-là que moi j'ai traversée et cette solution que j'ai trouvée en Dieu que j'ai voulu effectivement repartager à travers le livre. Ouais, et ces clins d'œil-là, ils sont faits directement déjà dans la couverture, parce que ça, c'est une image de Christ. Et pour la petite anecdote, quand j'étais petite, on avait cette image-là dans la chambre, et elle me faisait trop peur, parce qu'en fait, quand tu t'allonges, t'as l'impression qu'elle te fait les gros yeux. Et Ok. en fait, il y a les différents. Cette image-là elle m'a marqué dans mon enfance, et quand je la vois, c'est vrai que en termes de vibration, c'est hyper fort. Tu Ouais, vois, de la mettre ouais. comme ça en couverture, le clin d'œil, il est direct fait, quoi. Si on s'y connaît un tout petit peu. Pour reprendre par exemple sur la musique, je sais pas si tu connais le phénomène Lofi Girl avec les Lofi Beats, etc. Oui, 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 Tout oui, ce qui est Lofi. oui, Ouais, oui, et en fait, ouais. ça me fait aussi penser à ça quand tu parles de vibration, de Mm, musique, de mm, profondeur, parce que en fait, c'est une chaîne qui a été créée par des Français depuis très longtemps et aujourd'hui qui a juste une portée immense. Et il y a beaucoup de personnes qui utilisaient cette chaîne-là pour étudier, etc. Et quand oui. la chaîne a été suspendue, les personnes étaient hyper étaient vraiment pas bien parce qu'elles avaient pas elles arrivaient même plus en fait à s'arriver à un stade où elles n'arrivaient même plus à étudier sans avoir un fond Mm, musical. mm, Donc mm. c'est juste pour faire un petit clin d'œil sur l'importance en fait que la musique peut avoir et que c'est important aussi de choisir les musiques. Enfin, choisir la musique avec précaution parce que on voit que on sous-estime beaucoup l'effet de la musique, mais finalement c'est aussi très important. Et par exemple dans des périodes religieuses, là par exemple pour les orthodoxes, ça va être la semaine sainte, la semaine prochaine, et même dans nos rites, dans nos cultures, il y a beaucoup de chants, il y a beaucoup de musique, et c'est toujours en fait les mêmes fréquences, c'est toujours les mêmes instruments, et je pense que ça a toute son importance, et pour les personnes qui ont du mal à exploiter leur profondeur ou à qui ça fait peur, la musique, ça peut être aussi un pas en fait pour ça. Tout à fait, Vous tout aidez. à fait. Ça peut être un moyen d'expression, ça peut être un échappatoire, ça peut être une zone dans laquelle euh, tu te confies entre guillemets ou tu te sens en sécurité, mais à condition de toujours effectivement choisir avec précaution le style musical, le type de musique qu'on écoute. Ouais. Ouais, complètement. Et puis, si vous avez des enfants et que ils ne dorment pas, bah prenez le piano en fait, Voilà, le tout piano, ouais, simplement. ça c'est le meilleur conseil à retenir, c'est sur celui-ci. Ça marche bien. Complètement. Elles ont quel âge tes filles? 3 ans et 5 ans.
Ah ouais, ok. En plus, c'est Donc, les âges où ouais, ouais, elles c'est sont agité. très agitées, ouais. Elles ont un petit côté hyperactif aussi. Selon Marina, ouais. Ouais. Ok. Oui, oui. Très hyperactive. Elle en peut plus. Elle se dit qu'elle a trois hyperactifs à la maison. Donc, bon. Ah ouais, non, elle doit. Je vais peut-être aussi interviewer Marina par son retour sur Ah, tu expérience, peux. tu vois. Tu peux. Super. Bah écoute, moi je t'ai préparé un petit jeu. Oh, c'est une série de questions et tu dois choisir, c'est l'un ou l'autre, pour que aussi les auditeurs puissent un peu s'identifier à toi, à ce que tu veux véhiculer, si c'est peut-être parfois un peu trop abstrait ce qu'on vient de dire, etc. Donc est-ce que t'es prêt? T'auras pas beaucoup de temps pour réfléchir. En fait, ça doit vraiment être Ok. très naturel. T'es prêt? Ok. Allez, go. Musique ou silence? Musique. Intuition ou logique? Intuition. Ombre ou lumière? Lumière. Racine ou liberté? Ah, c'est dur. Entre les deux. Mario, comment tu donnes un Ah, vrai mot? c'est Racine dur, ou hein. liberté? Racine. Allez, Racine. Pourquoi racine et pas liberté? Du coup, ça t'attisé ma curiosité. Bah, j'ai repensé à ce que j'ai mis dans le livre quand j'ai fait le choix de parler des lettres coptes. Bah là, c'est les racines plus que la liberté, donc racine. Hmm, ok. Solitude, C'est le fondement de tout, les racines. c'est ça. Et puis même, je voulais pas trop spoil, mais au pire, tu me dis, je coupe. Mais Ézéchiel aussi, on voit qu'il y a quand même des graines dès le début, ou qu'il y a Hmm, des racines en lui. Les racines, exactement, elles sont différentes entre les deux exactement, personnages. exactement, exactement. Solitude ou connexion? Connexion. Ah, ok. Moi, j'aurais pensé que tu aurais dit solitude, tu vois. Non, parce que quand t'as les connexions, tu peux avoir plein de brides de plein de choses. Si elles ne se connectent pas entre elles, tu peux rien en faire. Donc il te faut les connexions, Hmm. c'est hyper important. Tu vois, et c'est comme toi, enfin moi, toi, toutes les personnes religieuses, c'est que tu te connectes à Dieu. Et c'est là que les choses réelles peuvent se passer, le vrai changement. Il a lieu à ce moment-là, au moment de la connexion. Après, bien évidemment, la solitude reste importante, oui, tout à fait. On n'est jamais vraiment seul si on a lieu On est seul physiquement, physiquement. humainement, voilà, Ouais. mais par contre, on n'est jamais seul effectivement, spirituellement, tout à fait. Et c'est là où bah, t'es seul, et bah tu te connectes. L'objectif, c'est de se connecter. Donc c'est pour ça, connexion. Complètement. Et si il n'y a pas de connotation religieuse derrière, dans la spiritualité, on parle aussi de ton toi intérieur, de ton Dieu intérieur. Donc on Exactement. est toujours connecté à cette chose-là. Ok. Celui-ci, je pense que tu vas un peu me détester, mais bon. Écrire ou composer? Ah ouais, je te déteste. Ah ouais, ça c'est clair. C'est le dilemme quotidien que j'ai. Qu'est-ce que je fais? Moi, J'écris ou je j'ai une petite carte compose? joker, mais je te Ouais, laisse un peu galérer et je te c'est dis. trop dur. C'est super dur. Attends, je prends la tête à chaque fois à Marina. Je lui dis, bon, si j'en choisis qu'un seul, qu'est-ce que je fais? Et là, on me déteste. Elle me déteste parce on n'a pas la réponse, ni elle ni moi. Euh, donc c'est Tu prends ta carte joker ou pas? franchement, ouais, oui, Bah, oui, je après, prends tout. peut-être que parce que bon, moi, je fais pas de la musique ou quoi, mais écrire, c'est pas la base de la composition. Tu peux pas composer sans écrire, donc t'écris. En fait, tu écris. Voilà. En fait, dans tous les cas, les deux, c'est écrire en fait. C'est juste, est-ce que tu écris avec des mots ou est-ce que tu écris avec des notes? Voilà. Et ça peut être la même chose pour un peintre. Mm, Lui, il va écrire avec son pinceau. En fait, tout ce qui est artistique quelque part, tu as un travail d'écriture, un travail d'expression. mm. Ouais, mais pour moi, en fait, tu peux pas, dans tous les cas, tu peux pas composer sans écrire. Donc, Oui, écrire. oui, c'est Et clair. après, tu Oui, composes si tu veux. Donc, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, merci pour ton aide. Écriture. ok. Rêve ou réalité? J'aime bien là, je rêve beaucoup moi. Je suis un rêveur. Ok. Donc, rêve. On retient rêve. Rêve. Ouais. Ok. Enfance ou maturité? J'aime bien l'enfance. Quand je vois ma petite de 3 ans là, et juste hier, je disais à Marina, ah, j'aimerais bien retourner à son âge. C'est trop bien, c'est le meilleur âge. 3 ans, c'est génial. Ouais. J'aimerais bien avoir 3 ans et rester 3 ans comme ça, c'est trop bien. Vraiment? 3 ans? Pourquoi 3 ans en Bah parce que particulier? je vois ma petite, bah je vois la petite là. Tu vois, il y a la grande qui a 5 ans. C'est génial aussi 5 ans, mais 3 ans en fait, c'est vraiment t'es
t'es dans l'innocence pure et dure, mais t'es plus trop un bébé, mais t'es pas encore grand, donc t'es un peu en entre-deux, et on le voit, tu vois, dans son comportement, elle en profite. Un coup, elle veut être grande, et un coup, elle va faire le bébé. Mais c'est parce elle joue entre les, voilà, c'est un peu entre les deux, quoi, tu vois. Il y a cette Ouais. période de flottement un peu, et du coup, bah, elle profite grave. Et ça nous a fait rappeler que la grande a été pareille. Donc je me dis, mais c'est trop bien comme âge, là, 3 ans, c'est trop bien. Un coup, je peux être un bébé, un coup, je peux faire, genre, j'ai grandi, je suis mature, un peu, je suis comme ma grande sœur. Bah non, mais attends, c'est génial, 3 ans, c'est trop bien. Ouais, c'est vrai. C'est, Ouais. moi, elle me fait plier, elle a 3 ans, elle a compris comment me manipuler, limite, tu vois. Elle a 3 ans, donc bon, tu te dis, c'est quand même une dinguerie, quoi. Ah ouais, à 3 ans Mais bon. déjà, ok, bah maman, si elle veut pas, je vais voir papa et je lui fais les dos et ça y Ouais, est. Ah non, laisse tomber. C'est Chez nous, marrant. on dit que c'est les enfants qui t'apprennent la négociation. Tu deviens le meilleur négociateur quand t'as les enfants, bah clairement, ouais. Ah ouais, c'est Ouais, sûr. franchement, faut négocier. Mais bon, 3 ans, voilà, en tout cas pour Mais répondre à en ta question. plus de ce que tu dis, c'est marrant parce que en gros, à 3 ans, elle va avoir des comportements un peu plus matures, mais vu que c'est une enfant, tu peux même pas lui en vouloir. Tu dis non, mais en fait, je sais que tu fais pas exprès, mais là, franchement, Bah oui, là, tu oui m'as et non. épaté. Ouais, mais oui et non, c'est-à-dire qu'hier, tu vois, j'ai vu qu'elle faisait encore à la fin un petit caprice, mais je vois qu'elle comprend qu'elle fait exprès, tu vois. Et là, je dis, c'est bon, en fait, à un moment donné, je sais que t'as grandi, tu vois, avant, bon, bah, t'étais plus petite, donc je peux pas te dire ça, mais là, je sais que t'as grandi, je sais que t'as mûri, donc tu comprends très bien ce que je te dis, tu comprends très bien pourquoi papa, il est pas content, donc maintenant, là, ça suffit, tu vois. Et elle me regardait comme ça, et elle était énervée, mais en même temps, c'était en mode, ah mais merde, T'as il a vu qu'il y a compris un en fait. enjeu. Ouais, tu vois Pierre dans mon jeu, tu vois. Et puis la grande, elle est super contente parce qu'elle se dit ah enfin la petite elle se fait engueuler comme moi et tout, ça veut dire que c'est bon, c'est plus un bébé, tu vois. Donc c'est rigolo mais c'est dur, il faut jongler, faut voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. Ok, mais en tout cas, enfance, c'est ce qu'on retient. Ouais, en France. C'est bien en fait, tu te marres trop en France avec l'innocence et tout, c'est génial. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok, et du coup, ce podcast, il arrive bientôt à sa fin. Si on veut te joindre, comment on fait? Where is Mario? Is Bah not in the sur kitchen. The Kitchen, pas mal, pas mal. Bah sur Insta tout simplement Mario Béchet, la plume noire, vous me retrouvez assez facilement. Donc Béchet Bechay. Voilà. Ok. Ouais, moi j'étais trop tentée de Bichot. Non, j'ai réussi à Non, dire. et Faut Béchet pas aussi, il y en a beaucoup. que. Non, il y en a beaucoup j'ai- qui pensent que c'est avec un S, donc c'est pas avec un S, c'est avec un C. Ouais, nickel. Et si on veut Comme acheter ton Bichoy. livre? Ouais. Mon livre, il est dispo partout, à la Fnac, Cultura, Amazon, dans 5000 librairies. Bon, alors, je ne saurais pas te dire c'est lesquelles, mais voilà, il est dispo assez facilement. Ouais. Est-ce que t'as des séances de dédicaces prévues ou pas encore? Là, pas plus pour le moment. J'en ai fait une effectivement à Cultura. C'était une super expérience. C'était franchement incroyable, surtout pour un premier livre. Enfin, je pouvais pas imaginer mieux, quoi. Surtout que c'est Cultura qui m'a contacté, donc franchement, c'est un truc de fou. Tu te dis quand même que le Dieu, des fois, il fait des trucs, enfin, incroyables. Mm. Euh, mais pour le moment, non, j'en ai pas spécialement. Si quelqu'un veut en organiser une, eh ben, écoute, avec grand plaisir. Mais pour tous ceux qui veulent me joindre, eh ben, n'hésitez pas. Je suis très accessible et très ouvert aux échanges. Bon, génial. Est-ce que t'as un petit mot de la fin que tu voudrais donner aux auditeurs aujourd'hui? Ouais, c'est très simple. Croyez en vous, dépassez vos limites et allez-y à fond, quoi, en fait. N'hésitez pas, hein. Faut y Voilà. aller. On est requinqués là, c'est un vendredi, tu vois. Là, je vais finir le podcast, je vais aller Ah, lundi, mince. nouvelle semaine, Allez, ta j'y vais ta à fond. ta. Bah ouais, mais c'est vrai. Faut croire en soi, en fait. En fait, la base de tout, c'est ça, c'est croire en soi. Ouais, je suis complètement d'accord. Merci beaucoup Mario pour cet échange, pour cet univers qui était vraiment unique. Le lion aux yeux bleus et la plume noire est une invitation à se reconnecter à soi, quel que soit votre background, quelle que soit votre histoire. Vous pouvez complètement lire ce livre et y piocher des apprentissages. Merci d'avoir été avec nous sur Batira Library. Moi, je vous dis à très vite et à dans 10 jours pour un nouvel interview. À très bientôt. Au revoir. Merci. Ciao.